Certains demandent Urbi et Orbi l'organisation des élections face à d'autres, une majorité qui veulent que le pays soit sécurisé. Aujourd'hui, le Mali est au tournant de son histoire. Les élections auront lieu quand? On écoute ici attentivement le Premier ministre qui va vous expliquer, il va vous dire quand est-ce que les élections auront lieu. On l'écoute, merci. Jamais dans l'histoire, une nation ne se reconstitue à partir des élections. Jamais. C'est des gens déterminés qui assurent la sécurité et après l'ensemble du peuple fait des élections. Mais commencez par des élections, j'ai donné le cas d'Haïti. Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. Ils ont fait plus d'élections que tous les pays réunis. Mais jusqu'à aujourd'hui, on tue leur président, leur premier ministre. Donc les élections, c'est un élément de la démocratie. Une démocratie sans élection ne peut pas aller. Mais si vous ramenez tout aux élections, et puis on n'a fait que des élections depuis 1992, donc c'était très clair pour nous, qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé la question d'insécurité là, aller aux élections, c'est juste un discours. C'est ça en réalité le point de discorde principal pour qu'il y avait une incompréhension entre une partie de la classe politique et l'élite dirigeante. Ce point-là, celui qui ne l'intègre pas dans son raisonnement, il ne peut pas comprendre le reste. Parce que tout est parti de là. Nous avons analysé la situation. On est arrivé à deux conclusions. La première, c'est que sans imposer la paix, imposer bien la force de l'État malien, parce qu'un État, c'est la force et le droit. La force pour être opposé à n'importe qui veut s'imposer par la force et le droit pour défendre les plus faibles. Sans cela, on va continuer à changer de régime. Le terrorisme va aller. On est allé de l'indépendance, on est allé au régime militaire. Des régimes militaires, on est allé au parti unique, on est allé à la démocratie, on est venu au multipartisme. On allait continuer jusqu'à ce que l'Afrique se désintègre. La deuxième chose dont nous étions convaincus, c'est que l'ensemble des forces internationales constitue une camisole de force qu'on a mis sur le Mali. Et en ce moment, si vous dites à quelqu'un que l'aménagement là n'est pas là pour le Mali, ils vont dire que vous êtes fou. Si vous dites qu'il faut retourner à Kidal, il y en a qui vont dire que ça, ce n'est même pas possible. Cette histoire de Dogon et Peul qui se tuaient au centre, ce n'était pas dans les missions de l'aménagement au départ. On a ramené au centre à partir de 2015 pour qu'on oublie ce qui se passe au nord. Et au nord, il y avait un État dans l'État qu'on construisait. Des mines d'or, des permis d'occuper, des magasins à n'en pas finir. On exploite l'or depuis 10 ans. Aucun puits n'a été construit pour les populations de Kidal. Il y a des zones à Gao, même si vous touchez le sol, vous avez de l'or. On importe des milliers de Soudanais, de Tchadiens, ceux qui exploitent l'or. L'or, la grande partie est allée là où vous savez. Le reste est redistribué ici, à travers un réseau, une oligarchie, des hommes politiques, des militaires, des juges qui font l'opinion. Et le pays est pris en otage. Et donc pour nous, il fallait détricoter ce tissu-là. Si vous le disiez au début, on va dire que vous êtes fous. Les autres disaient qu'il faut aller aux élections. À supposer qu'on aille aux élections, on élise un président. Mais il ne sera pas plus engagé qu'Ibeka. Ibeka, en 2017, c'est le président le plus légitime qu'il y a eu dans l'histoire du Mali après Modibo Keïta, qui avait une légitimité populaire. Mais lui, il avait la légitimité historique et populaire. Les Modibo avaient une légitimité historique, mais il a craqué après, parce qu'on voulait d'un président faible, qu'on peut faire chanter, on fait ce qu'on veut. Et celui qui a vu l'intervention de Ibeka à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'altercation qu'il y a eu entre lui et le représentant spécial des Nations Unies adjoint, Hervé Lartous, chargé des opérations. Ce jour-là, Ibeka est allé. C'est le sang malien qui a coulé dans ses veines ce jour-là. Il a dit, Hervé Lartous,
nous avons une claire conscience des relations internationales. Nous savons ce que vous voulez. Le Mali a toujours respecté ses engagements. Vous nous dites de ne pas attaquer ceux qui n'ont pas signé l'accord. Vous nous menacez. Or, le Mali a toujours respecté ses engagements. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la CEMA qui a refusé de signer. Donc, depuis ce moment, ils ont commencé à défendre la CEMA. La CEMA a été signée le 20 juin, ce qu'ils appellent le relevé des conclusions. Et c'est là-dedans qu'il y a le poison qui divise le Mali. La partition du Mali est actée dans ces documents qui ont la même valeur juridique que le document de base. Mais Ibeka, ce jour-là, était dans tous ses états. Donc, il sentait la trahison. Il le sentait. Avant lui, avant de tomber, moi je l'ai dit aux uns aux autres, je l'ai vu le 17 mars 2012, 5 jours avant sa chute. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand on a fini de nous entretenir, arrivé à la porte, il m'a pris par la main. Il me dit, cousin, toute personne qui a tété le lait malien, d'une femme malienne, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays dans ce monde qui ne voudront jamais que son pays soit quelque chose. Que ça fait 6 mois, il y a un président auquel il veut téléphoner, il refuse même de prendre son téléphone. Mais il était fini, en réalité le complot contre lui était déjà ficelé, il est tombé. Atété est tombé, les Djonguna sont venus, bon, la CEDEAO a fait les pampampa, on a cru que c'est les élections, c'est ce qu'on ne voulait pas répéter. Parce que la transition de 2002, il n'y avait pas d'aile politique. C'était juste les militaires. Ou baga baga, embargo, on est allé à Ouaga. Tout le monde est rentré dans l'avion, ils sont venus, on a tous aidé. Mais ça n'a servi à rien. C'était bien de nous mettre la corde au cou. Djokunda a écrit pour dire qu'il faut un soutien aérien et un renseignement. Ce n'était pas prévu qu'il y ait des militaires français au sol. Ils ont appliqué ça jusqu'à Anefis, mais à partir d'Anefis, ils sont retournés à une convention du 7 septembre 1907, signée par la France, où c'est écrit l'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. On a interdit à l'armée malienne d'aller. On a été chercher les MNLA dans les fourgons des serveurs, on l'a ramené. On a pris une partie d'Ansardine qui est devenue MIA, métamorphosée en HCIA. Et HCIA et MNLA mis ensemble, on a fait la CEMA. Et c'est la CEMA qui est devenue l'interlocuteur de l'État Mali. Un mouvement qui n'a même pas de récépissé. Voici ce qui s'est passé en réalité. Et la lettre que Djonkunda a écrite pour demander l'intervention militaire, est-ce que vous savez qu'on n'a pas trouvé au Mali? Quand le gouvernement de la rectification est venu, Hazimi n'a pas pu trouver. Il a fallu que c'est sur le site internet des autorités françaises qu'on a trouvé. L'accord de défense qu'il y a entre le Mali et la France, il n'y en avait pas au Mali. C'est dans les archives françaises qu'on a trouvé. Donc on était un État comme ça. Les dirigeants étaient là, ils se cravataient, ils parlaient, mais il n'y avait rien derrière. Ibeka est venu, il a fait son temps, il est parti. On a tiré les leçons de tout ça. On s'est dit, cette fois-ci, là, on ne va plus faire comme avant. Il faut d'abord la sécurité. Parce qu'on a remarqué, vous verrez, Niger, Burkina, ailleurs, partout, la cause des renversements des régimes, c'est l'insécurité. Ce n'est pas le manque d'élection. Et donc nous avons dit, attaquons-nous d'abord à l'insécurité. La deuxième chose, il faut détricoter cette chemise-là. Mais en ce moment, une partie de la classe politique avait d'autres données, donc elle ne pouvait pas se comprendre avec nous. Moi, je voulais vraiment que les uns et les autres comprennent pourquoi il y avait ce hiatus-là. On a élaboré des termes à l'extérieur. Nous, on sait des officines qui ont élaboré. Le Premier ministre clivant. Parce que n'oubliez pas quand Assimi Goïta a été à Accra, la CEDEAO en bloc s'est opposé à la nomination du Premier ministre. Ils ont dit de trouver quelqu'un d'autre. Il a tenu bon. Et ils ont dit qu'ils vont voir d'ici 3 mois s'il arrive à tenir.
Mais nous, c'était très clair. On avait la chance, contrairement à la transition de 2012, la transition militaire et l'ère politique, on avait une symbiose de réflexion. Et on a commencé à travailler. L'armée a préparé dans le plus grand secret ce que nous avons appelé la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de mi-décembre 2021. C'est pendant cette même période que nous avons préparé les grandes opérations politiques, la tenue des assises. Les gens ont dit, ça ne peut pas, on dit les assises de Choguel, pour les saboter, on a tout dit. Le président est descendu lui-même dans l'arène. Il a appelé certains partis, individuellement en groupe. Les partis disent qu'ils ne vont pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Les assises se sont tenues. Le même jour où il y a eu la clôture des assises, le président a envoyé une délégation à la CEDEAO. Vous connaissez la suite. Et finalement, on a tenu bon grâce à la résilience des Maliens et puis au travail politique d'explication qui ne s'est jamais arrêté, même à un moment. Les militaires, comme d'habitude, préparaient, comme je dis, dans le plus grand secret, la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de la mi-décembre, où nous sommes allés dans les sanctuaires des terroristes. Avant, ils venaient attaquer les villages. Cette fois-ci, on va dans leur base, là où ils ont leur logistique pour les détruire. En même temps, les assises se tenaient. Donc, toute l'année 2022, c'était le corps à corps. Tous les gens que vous entendez, on tient au centre. Les Dogons, les Peuls, les Bamana, tout ça c'était orchestré. Mais le sang c'est du poison. Quand ça coule, on ne peut plus l'arrêter. Quand on dit qu'on a tué ton frère à cause de son ethnie ou sa religion, vous ne cherchez même pas à réfléchir. Mais nous avons une idée claire de là où on doit aller. Il ne fallait pas paniquer, il fallait tenir. Et on nous a donné l'occasion. Un jour on s'assoit, on nous envoie l'opération Takuba. Ça a trouvé qu'on avait une demande de la Hongrie, du Portugal, du Danemark et d'autres pays pour venir. À notre grande surprise, les Danois viennent. Mais on dit, mais qui vous a dit de venir? Ils disent que c'est l'ancien président. On dit, mais l'ancien président n'est plus là. Et puis on a pris le papier que l'ancien président a signé. L'ancien président a dit dans un paragraphe que quand vous venez pour vos opérations militaires, il faut que l'armée malienne soit associée. Vous venez vous installer à Menaka, et il n'y a rien, on leur dit, mais pourquoi vous êtes venus? Non seulement ils ne nous expliquent pas, mais on nous interdit de survoler cette zone-là, au motif que c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. On ne peut pas payer des lunettes à vision nocturne. 1 an ou 2 ans avant, il y a eu l'affaire d'Indeliman, vous vous rappelez de ça? Un camp financé par la MINUSMA, construit par Barkhane, où on oublie, entre guillemets, de faire un puits. Et donc nos soldats sortent pour aller dans les hameaux Touareg chercher de l'eau. On les scrute. Un jour, on tombe sur eux, on les tue tous. On met des bonbons d'explosifs, on va dans le camp, on tue les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps pour demander des secours. Notre pays est vaste. L'aménagement et Barkhane qui ont les avions et les hélicoptères disent qu'ils ne sont pas venus faire la guerre. Donc tous les soldats sont morts. On les a enterrés, on a pleuré, on a amené un peu de céréales à leurs parents et c'était le sort qui nous était réservé. Nous avons décidé, les militaires, qu'à monnaie un bon malien là. C'est pourquoi quand je les appelle après les monnaies Baudéon là, certains pensaient que c'était de la flagornerie. En réalité, je sais de quoi je parlais. Parce que mon ami Nkumban là, a contesté qu'à beau, si vous n'avez pas des gens déterminés comme ça. C'est comme ça qu'on a décidé de détricoter cette affaire-là. Finalement, le gouvernement, le Parlement danois a fini par dire à ces gens, mais les Maliens ne veulent pas de vous, vous ne pouvez pas rester chez eux. Le pays qui vous a fait venir, le Balabala, qui vous a pris 1 milliard d'euros pour mettre en poche, en disant que le Mali c'est pour lui. Mais il ne peut pas vous amener là-bas. On les a renvoyés. On a décidé de passer à l'étape suivante, G5 Sahel. G5 Sahel, c'est pour les 5 pays. On paye 400 millions de francs CFA par an de cotisation. Notre tour arrive,
C'est un pays extra-africain qui dit que la réunion ne se tient pas chez nous. La date venue ne sont pas tenues, nous avons écrit pour dire qu'on est sorti. Takuba, G5 Sahel Sara, Alakahinala. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Il est resté Barkhane. Barkhane, les gens étaient là, mais nous on faisait le travail politique. On a su très bien au niveau du M5 qu'il y avait une préparation en profondeur d'un affrontement avec les militaires maliens. Ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire en 2004, on a détruit la flotte aérienne et tout. Donc les gens s'apprêtaient à faire un affrontement avec les militaires maliens, se disant que cette fois-ci, ils vont régler leur compte. Mais les gens de Gao se sont organisés. Ils ont chassé Barkhane en une nuit. C'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit qu'ils ont quitté. Ils ont même oublié certains équipements là-bas. Pour vous dire que dans cette affaire-là, le tout n'est pas politique, le tout n'est pas militaire. C'est les deux ensemble. Barkhane est parti. Maintenant, il reste munissement. On a laissé le temps pour nous préparer. Moi, j'ai reçu tellement de diplomates dans mon bureau qui demandaient si le munissement va partir ou non. On leur dit d'attendre d'abord. Notre ministre des Affaires étrangères va parler. Effectivement, le jour venu, le président nous a tous réunis. Nous avons débattu, on est arrivé à la conclusion qu'il faut leur dire de quitter notre pays immédiatement. Parce que nous avions les preuves que tous les terroristes étaient armés, transportés, nourris, largués nuitamment par des forces étrangères. Et nous avons dit que tant que ces forces ne quittent pas notre pays, il n'y aura jamais la paix. Donc notre ministre des Affaires étrangères a pris l'avion, il est arrivé là-bas. On commence à lui tirer les verres du nez. Lui n'a rien dit, c'est dans la salle qu'il a laissé sa bombe éclater. Quand il a fait prao là-bas, il y a eu des crises cardiaques ici à Bamako. Parce que des gens sont tombés en syncope, parce que personne ne savait que ça c'était possible. En RDC, par exemple, depuis 2018, on a dit aux forces internationales de partir, mais elles sont là-bas encore. Donc ils ont dit que les Maliens là, ils sont en train de faire des bruits seulement. On nous a empêchés de montrer nos preuves. Parce que si jamais on les montrait là, tous les Africains allaient se révolter. Donc nous on est venus. Je crois qu'on a dit qu'ils vont partir. On n'a pas dit ça. On est venu, on s'est assis. On dit maintenant, il faut définir les critères de départ. Départ ordonné, on s'entend. Coordonné avec les autorités maliennes. Et sécurisé par les forces armées maliennes. Mais quand on a commencé ça, les gens ont dit à tout le monde que nous on va regretter. Que parce qu'on fait trop de fanfaronnades. Mais ce jour-là, ils ont mis tous les paquets à Ber. Ber, et on a fait un affrontement direct. Et nous avons gagné. Nous avons éliminé leur chef d'état-major général des armées là-bas. D'autres ont fui en Mauritanie. Depuis qu'on a pris Ber, ils ont dit maintenant il faut qu'on retourne la population civile contre ces gens-là. Parce que comme je vous dis, dans une société, vous avez 90 à 98%, ça c'est le peuple. Ceux qui dirigent c'est peut-être 1%. Ceux qui sont opposés peut-être 1%. Les deux là se battent chacun pour avoir la confiance des 98% là. Donc ils ont décidé de faire révolter la population contre nous. Les services secrets sont rentrés en jeu. L'affaire du bateau Tombouctou là, ce n'est pas le CSA, c'est les services secrets de deux pays que nous connaissons. L'embargo contre Tombouctou, c'est des services secrets. Le soulèvement dans le camp de Gao, c'est les services secrets. Et en ce moment, il y avait des journalistes, nous on a tous les journaux, on a les vidéos, qui disaient ah, il faut la paix. Ce gouvernement-là, il est trop va-t-en-guerre. Il faut arrêter, parce que c'est le message qu'ils voulaient. Heureusement, nous, on a une façon de faire. Le président, à chaque deux conseils, nous rappelle. Il dit le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Tant que nous sommes restés collés au peuple, là, ça va aller. Effectivement, on a annulé les festivités, les côtés festifs des fêtes du 22 septembre. On a fait ce qu'on peut. Et les populations de Gao et Tombouctou, heureusement, ont suivi le gouvernement. Ça a retardé effectivement notre départ sur Kidal. Parce que ça a faussé complètement les plans.
Mais après, nous avons repris la route. On est arrivé à Nefis. Là-bas, il n'y a même pas eu de bataille. Ils ont quitté avant. Or, à Nefis, depuis 2013, le Mali n'a pas mis pied là-bas. Maintenant, pour Kidal, c'est là-bas le nœud gordien. Kidal, ils ont décidé que ce serait l'hécatombe de l'armée malienne. On s'est entendu de quitter de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée. On se donne le rendez-vous le matin à 8 h. On vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h. Mais la réalité, toute la nuit, ils ont transmis toutes les armes lourdes aux terroristes pour que ce soit l'hécatombe de l'armée malienne. On a miné partout pour que tous les militaires laissent leur vie là-bas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous aussi, on avait des militaires qui travaillaient. Contrairement à ce que certains disaient que Mali, il n'y a pas de soldats, dès que tu tires, ils fuient. Il y a des hommes politiques ici qui se sont permis d'aller dire ça dans des parlements en Europe, on les applaudissait. Il y a d'autres qui disaient qu'il n'y a que des soldats pour faire des coups d'État ou des défilés. Certains sont là, ils veulent être présidents d'ailleurs du Mali. Mais les militaires maliens ont démontré là-bas, ce que j'ai dit, c'est digne d'être enseigné dans les plus grandes écoles de guerre. Nous avons détruit un à un toutes les armes lourdes. Même ceux qui sont venus de l'extérieur, on les a détruits. L'armée est venue, on a déminé toute la ville. Et l'armée est rentrée dans Kidal. Il n'y a même pas eu la poule qui a quitté ses yeux, d'après les Bama. J'ai mon oubli Fanka. Est-ce que vous savez que quand on a tué plus de combien de personnes, 40 personnes dans les bateaux de Tombouctou, il y a eu une réunion de la CEDEAO, ils n'ont même pas parlé de ça. À l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur une simple lettre de condoléances au président du Mali. Donc c'était très clair qu'il y a des forces qui n'ont pas le même objectif que nous. À partir de ce moment, nous avons dit qu'il faut serrer les ceintures encore. On a pris Tessalit, Aguelop. Quand on a fini de tout prendre, on a désigné un gouverneur. Moi, je l'ai reçu ici. J'ai dit, vous ne partez pas là-bas en tant qu'Imgad. Vous partez en tant que représentant de l'État malien. Vous êtes Imgad, vous êtes Infogas, vous êtes Chamanamas, vous êtes Soray, vous êtes Pel, vous êtes Bella, vous êtes tout là-bas. Et c'est comme ça que vous allez restaurer l'État malien. Ça, à partir de ce moment, c'est une nouvelle donne au Mali. La guerre, là, vous pouvez la gagner si vous êtes minoritaire et déterminé. Mais la paix, là, vous ne pouvez pas la gagner. Pour gagner la paix, il faut tous les Maliens. Et les Maliens, beaucoup ne comprenaient pas en réalité. Moi, j'ai des parents qui défendaient l'ADEMA, qui défendaient Ibeka. Mais ces gens ne pouvaient pas imaginer ce qui se faisait ici. Qu'on peut sortir l'argent de 6 hélicoptères de combat. Des individus vont récupérer l'argent. Et on nous vend un vieil hélicoptère recyclé qui tombe en panne d'air. C'est nous qui l'avons remis en marche, on l'a mis au trait. 6 avions de combat. Quelqu'un détourne l'argent des 2 avions. Les 2 autres avions, les options de combat nocturne et autrement. Donc ça devient des simples avions de transport. Mais celui qui ne sait pas ça, il va soutenir son parti. Mais si tu lui expliques ça aujourd'hui, et qu'il dit qu'il a compris, est-ce que vous allez continuer à lui dire non, 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 vous étiez à Déma, vous ne les avez pas suivis, donc vous n'êtes... Mais non. Maintenant, c'est un nouveau paradigme. Tout ce qui est passé avant, là, il faut tourner la page dessus. Parce que même